Bien, bonjour à tous. On a attendu un petit peu, mais voilà, comme on a beaucoup d'intervenants et un timing serré, on va commencer. Je suis Gilles Perrol, adjoint au maire de la ville de Montsartou, et je co-préside le groupe de travail alimentation, restauration scolaire de l'Association des maires de France. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous êtes tous les bienvenus à ce groupe de travail. On se réunit 3 à 4 fois dans l'année pour évoquer ensemble ces sujets, voir aussi étudier des nouvelles réglementations, des futurs textes, savoir quel avis donne l'AMF sur ces textes. Donc si vous êtes intéressé pour participer à ce groupe de travail et à ces sujets, vous contactez les services de l'AMF et comme ça, ils vous ajoutent dans le listing des personnes qu'on invite à chaque fois. Ça se fait la plupart du temps en visio. Donc voilà, ça n'oblige pas à se déplacer jusqu'à Paris. Et c'est bien si on a une diversité et un nombre suffisant de communes qui travaillent avec nous. Donc aujourd'hui, un point info sur les PAT. On a pensé que c'était le bon moment pour faire ce point info parce que on est à une période où les projets alimentaires territoriaux se sont fortement développés au bénéfice du plan de relance, hein, je crois qu'il faut le dire. C'est-à-dire que le plan de relance a mis beaucoup d'argent sur les PAT. Ça a amené beaucoup de collectivités à se lancer dans cette labellisation. Il y a à peu près maintenant 450 PAT, donc ça commence à être conséquent sur la France. C'est une vraie dynamique. Et ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est peut-être de regarder l'ensemble des missions des PAT, mais aussi l'angle de la restauration collective. Comment les PAT s'articulent avec les PAT, notamment parce que, vous savez peut-être, la loi climat-résilience prévoit qu'il faudra une partie de l'approvisionnement de la restauration collective pour les PAT. Et il se trouve que c'est aussi ce que pensent les élus, puisque dans l'enquête, alors vous avez l'enquête sur la table là à l'entrée, ceux qui sont rentrés de l'autre côté ne l'ont peut-être pas vue, vous pourrez la prendre à la sortie. On avait lancé une enquête avec l'AMF sur l'avancée de la loi Egalim dans les communes. C'est la deuxième enquête que l'on fait sur le sujet. On a présenté les résultats au mois de juin dernier. Il apparaît que les objectifs Egalim sont atteints, donc les 50% d'alimentation durable, et dont 20% de bio, sont atteints par 18% des collectivités qui ont répondu. Ce qui est intéressant, c'est de regarder que les 20% de bio sont par contre atteints par 34% des collectivités, donc bien meilleur score sur le bio que l'alimentation durable en général. Ce qu'on remarque dans l'enquête aussi, c'est que les grandes collectivités sont plus en avance par rapport aux petites collectivités. Il y a sûrement des explications qu'on évoquera au cours de ce point info, mais souvent un manque d'ingénierie, un manque à la fois de connaissances et de temps et de personnes. On sait qu'il y a très peu d'agents dans les petites communes, et comment travailler ces problématiques, c'est une vraie question, et l'AMF a des propositions là-dessus qu'on évoquera tout à l'heure. Et il apparaît aussi que après la maîtrise des coûts, le deuxième sujet qui est la deuxième difficulté qui est la plus évoquée dans cette enquête par les élus sur le respect de la loi Egalim, c'est la difficulté d'approvisionnement. C'est 40% des collectivités qui l'évoquent, 38% évoquent des contraintes de logistique, 33% évoquent des volumes trop faibles pour la taille de la collectivité, 30% l'absence de plateforme d'approvisionnement, 24% un cahier des charges des marchés publics qui contraint l'approvisionnement local, et 20% le manque d'informations sur la réalité de la production locale et des agriculteurs qui seraient en capacité de répondre à ce marché public. Et dans les solutions que proposent les élus, c'est une relation plus proche
avec les agriculteurs de son territoire et bien sûr les projets alimentaires territoriaux. Donc on voit que c'est une vraie réponse potentielle à l'avancée de la loi Egalim dans nos restaurants, mais plus que l'avancée de la loi, ce qu'on vise, c'est l'augmentation de la qualité. C'est l'objectif de cette loi, l'augmentation de la qualité de l'alimentation, plus d'alimentation durable, plus de bio et plus d'alimentation végétale. Vous savez qu'il y a un menu végétarien par semaine obligatoire dans la loi Egalim. C'était un sujet qui avait fait controverse dans la première enquête. Et en fait, c'est quelque chose qui a été complètement intégré par les collectivités, parce que 90% des collectivités qui ont répondu à l'enquête ont mis en place le menu végétarien hebdomadaire, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet en deux séquences. Une première séquence qui sera plus sur des acteurs, des têtes de réseau, des acteurs nationaux sur ces sujets. Alors, et avant tout le ministère de l'Agriculture, avec Erwan de Gavel qui nous présentera le cadre réglementaire des PAT, comment on se labellise PAT, comment on finance un PAT. On aura ensuite l'intervention de Marie-Claude Barnet qui représentera l'association Terres en Ville, qui est une association qui regroupe des intercommunalités et des chambres d'agriculture pour travailler sur le sujet de l'alimentation et des projets alimentaires territoriaux. Et Maxime Cordier, en troisième, qui est président de l'association Agores, donc l'association des directeurs de restauration collective publique. On aura un temps d'échange sur ces trois interventions et une deuxième séquence qui seront des témoignages de collectivités. On aura Jean-Luc Allais, du Douaisis Agglo et maire de Hamel dans le Nord. Et on aura, alors c'est un peu le hasard, on aura un deuxième intervenant du Nord qui est Karima Twil, adjointe au maire de Grande-Sainte, si elle arrive jusqu'à nous, puisque son premier train a été annulé, le deuxième a 1 heure de retard. Donc voilà, on croise les doigts, comme elle intervient en dernière. On a une petite chance qu'elle nous rejoigne, sinon on aura plus de temps pour la deuxième série de questions. Voilà. Donc je cède tout de suite la parole à Erwan de Gavel pour le ministère de la souveraineté alimentaire, de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt qui est revenu. Merci beaucoup. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'opportunité d'intervenir aujourd'hui. C'est important pour nous de pouvoir parler des projets alimentaires territoriaux qui sont un des leviers transversaux du Programme national pour l'alimentation, donc la feuille de route de la politique de l'alimentation jusqu'à présent. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous rappeler rapidement le cadre institutionnel. Qu'est-ce que c'est un PAT? Bon, la plupart d'entre vous le savent, mais c'est important de repartir des bases et de se rappeler pourquoi ça a été créé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le rôle de l'État dans les PAT et puis votre rôle à vous, parce que c'est la plupart du temps les collectivités qui portent les PAT avec tous les acteurs du terrain. Donc, qu'est-ce que c'est un PAT? À l'origine, ça part, donc c'est arrivé dans le Code rural et de la pêche maritime en 2014, donc les attendus des PAT ont été renforcés par la loi climat et résilience. Mais pour parler en des termes plus concrets, un PAT, ça part d'un diagnostic. On arrive sur un territoire, on fait un diagnostic à la fois agricole et alimentaire en impliquant l'ensemble des acteurs du territoire. Donc implication volontaire. On force personne, des acteurs du territoire avec une volonté de gouvernance partagée et d'impliquer à la fois, donc vous avez le petit schéma en bas à droite, les collectivités, les services de l'État et les différents financeurs, les organismes d'appui et de recherche, les entreprises et coopératives de transformation, distribution et commercialisation, et on n'oublie pas les grossistes, les acteurs sociaux et de santé, la société civile et bien entendu les agriculteurs et les producteurs. Donc, sur la base de ce diagnostic partagé de différents enjeux, on va, vous allez élaborer un plan d'action opérationnel pour répondre aux différentes problématiques locales. L'idée, c'est qu'il
il y a des problèmes sur le territoire, il y a des solutions sur le territoire, et c'est de trouver quels problèmes peuvent être résolus avec des solutions du territoire. C'est sûr qu'on ne pourra pas résoudre tous les problèmes avec des solutions du territoire, mais au moins un certain nombre. Et on peut citer, alors c'est non exhaustif, mais les enjeux de production agricole, que ce soit de foncier, d'installation, de structuration des filières, de transition agroécologique. En ce qui concerne la transformation ou la distribution, les enjeux d'approvisionnement durable et de qualité en restauration collective en lien avec la loi Egalim, on en a parlé juste avant. Et puis l'accès à tous à une alimentation durable et de qualité en lien avec la lutte contre la précarité alimentaire. Donc c'est vraiment, et vous le savez, un outil systémique à l'échelle du territoire qui a vocation à embarquer tous les enjeux, à la fois économiques, santé, sociaux et environnementaux, pour réaliser vraiment la transition en embarquant tous les acteurs du territoire. Et donc, ce dispositif est encadré par une reconnaissance du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt. Où on en est aujourd'hui, on en est... Ah oui, il y a un autre écran là, c'est peut-être mieux. On en est à 400... Donc au 1er juillet, on en était à 440 PAT reconnus. Si vous allez sur la plateforme France PAT qui a été développée avec nos partenaires de Terres en Ville et de Chambre d'Agriculture France, vous pouvez voir que aujourd'hui, je pense qu'il y en a 451 qui sont sur la belle carte interactive. N'hésitez pas à aller voir, c'est une super plateforme avec beaucoup de ressources. Donc au 1er juillet, on en avait 337 de niveau 1, 104 de niveau 2. Là, il y a eu beaucoup de PAT qui ont été labellisés de niveau 2 récemment. Et donc en 2024, 22 nouveaux PAT donc, qui permettent d'aller boucher les petits trous qui ne sont pas encore orange sur la carte. Le dispositif de reconnaissance, à quoi ça sert concrètement et à quoi ça vous sert à vous? Donc c'est un dispositif qui sert d'une part à valoriser votre projet et à être en capacité d'utiliser la marque reconnue par l'État. C'est une marque qui est déposée et ça vous permet d'utiliser le petit logo, c'est toujours valorisant. De vous offrir une visibilité nationale. Vous êtes recensé sur le site France PAT et n'importe qui a envie de savoir concrètement qu'est-ce qui se passe sur ce territoire-là peut avoir accès à toutes les informations du PAT. Il y a aussi un rôle finalement d'accompagnement à l'élaboration à la fois du diagnostic et du plan d'action. Et ça, c'est un petit peu une nouveauté avec le cadrage supplémentaire qui est arrivé en 2024, puisque alors ça peut être vu comme une contrainte, mais on le voit plutôt comme une opportunité en termes de réalisation et de suivi de différents indicateurs dans différentes thématiques pour être en capacité de se fixer des objectifs et de voir si le plan d'action atteint ces différents objectifs dans l'ensemble des dimensions de la durabilité, donc encore une fois, économique, sociale, sanitaire et environnementale. Et enfin, le dernier objectif de la reconnaissance, c'est que ça vous permet d'accéder aux dispositifs de soutien financier, que ce soit pour le niveau 1 ou pour le niveau 2. Donc vous connaissez le niveau 1, la phase d'émergence, on peut résumer ça avec des mots-clés, engagement et structuration. On fait son diagnostic, on établit son plan d'action, une gouvernance multipartenariale inclusive avec le plus d'acteurs possibles. Et donc ça dure 3 ans, il y a la possibilité de prolonger une année. Et à l'issue de ces 3 ans plus 1, il faut passer au niveau 2, donc vraiment des PAT opérationnels, avec là un objectif de mise en œuvre effective des actions du plan d'action et d'avoir des impacts. Parce qu'un PAT, ça doit avoir des résultats. Vous le savez, les critères de labellisation de niveau 2 ont été renforcés en mai 2024 avec 3 objectifs. Le premier, c'est vraiment de s'assurer que tous les PAT de niveau 2 soient systémiques. Je ne vais pas vous redire les 4 dimensions, mais de s'assurer que ça touche tous les secteurs et toutes les dimensions. Alors, on n'est pas obligé d'être à 200% sur chaque dimension, c'est pas possible, mais au moins que toutes les thématiques soient touchées. Autre attendu fort, s'assurer que les PAT soient cohérents avec toutes les chartes, schémas, plans qui sont à la même échelle du territoire. Et on peut penser au PCAET, aux contrats locaux de santé, au SCOT ou au PLU. Et finalement, avoir une cohérence la plus proche possible entre ces différents schémas qui dépendent pas toujours des mêmes compétences ou pas toujours des mêmes services dans vos collectivités, pour que finalement le volet foncier du PAT, ce soit le volet alimentation du SCOT, que le volet environnement du PAT, ce soit le volet alimentation du PCAET, etc. Et s'assurer d'une cohérence à l'échelle territoriale des différentes politiques publiques.
Et le dernier objectif, c'est d'être en capacité de suivre des indicateurs à la fois de résultats, qu'est-ce que fait mon PAT et quels résultats ça produit, et à la fois d'impact. Et ça vous sert à vous, parce que ça vous permet de voir où vous en êtes par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés au départ, et ça nous sert à nous, parce que ça nous permet d'avoir ce qui nous manque aujourd'hui, et qu'on n'a pas encore réussi à avoir, c'est-à-dire la vision globale, le dispositif de PAT en France. Moi, la direction du budget à Bercy vient me voir et me demande les missions, les millions qu'on met, ils servent à quoi? Et quels sont les impacts concrets qui ont pu être obtenus? Aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de répondre précisément. On peut donner des super exemples qui sont à peu près autour de la table aujourd'hui, mais on n'est pas en capacité d'avoir la vision globale. Demain, c'est vraiment l'objectif de ces indicateurs de résultats et d'impact, d'être en capacité de dire, l'année dernière, grâce au dispositif des PAT, il y a eu 4800 cuisiniers qui ont été formés, il y a eu 500 agriculteurs qui ont été accompagnés pour l'installation. Voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment cet objectif d'avoir cette vision globale pour ensuite pouvoir justifier que c'est un dispositif qui a du sens, qui est important et qu'il faut continuer à soutenir. Donc ça, et à la fin, ça vous sert à vous. Les incitations financières, donc historiquement, c'est l'appel à projet du PNA qui servait à l'émergence des projets alimentaires territoriaux. Et là, je mets en avant l'implication de nos partenaires de l'ADEME, du ministère de la Santé et du ministère des Solidarités, qui nous soutiennent aussi dans cet objectif, toujours dans cette logique systémique. Donc depuis 2016, un soutien des PAT émergents dans ce cadre-là pour remplir la carte de France. Et puis 2024, une nouveauté avec... Finalement, face au constat du nombre de PAT qui avaient émergé lors du plan de relance, l'importance de continuer à soutenir cette dynamique lors du passage en phase opérationnelle pour éviter que la dynamique s'essouffle, et donc un soutien nouveau des PAT pour leur passage en phase opérationnelle. Et donc, ça c'est notre rôle à nous, pour ce qui vous intéresse. Votre rôle à vous, ça vous permet une coordination avec l'animateur ou les animateurs de PAT des différents enjeux agricoles et alimentaires. De toute façon, vous l'avez en tête. Vous avez souvent des personnes qui sont très dynamiques et qui sont en capacité d'aller voir tous les acteurs, d'essayer de faire parler tout le monde pour coordonner les différentes actions. Et les différentes actions, c'est le petit point à gauche sur la vision systémique avec la consolidation des compétences, qui mettent en complémentarité et qui assurent la cohérence de la vision entre les compétences des différents niveaux de collectivité, que ce soit le bloc communal, les intercommunalités, les départements et les régions, et aussi les compétences de l'État, bien entendu, et avec l'apport des acteurs privés qui sont indispensables aussi. Tout ça permet l'ancrage territorial. Votre rôle à vous aussi, c'est la stratégie budgétaire. L'incitation qui est donnée par l'État dans le cadre des dispositifs que j'ai cités précédemment, c'est vraiment l'idée du coup de pouce et de pouvoir garantir la dynamique pour s'assurer que les PAT existent, qu'il y ait une animation. Ensuite, vous le savez, pour aller financer les actions opérationnelles concrètes, il y a différents guichets qui existent pour d'autres thématiques. Je pense à Mieux manger pour tous pour tout ce qui est social, au Fonds européen pour beaucoup de sujets agricoles. Donc ça, c'est votre rôle d'avoir cette stratégie budgétaire. Où est-ce que je vais chercher les fonds en fonction de mon plan d'action? Et d'aller chercher aussi, lorsque vous créez le PAT, lorsque vous avez des outils à partager, des expériences à partager, de prendre appui sur les réseaux régionaux et sur le réseau national, donc qui est porté actuellement par nos partenaires de Terres en Ville et de Chambre d'Agriculture France, et qu'on va pérenniser en 2025 avec une forme pérenne. Donc voilà, je crois que c'était tout. C'est parfait, 10 minutes pile. Merci beaucoup pour le respect du temps. Donc je rappelle, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, on fera une série de questions après les 3 premières interventions. Donc voilà, si vous avez des questions sur la première présentation, mettez-les dans un petit coin de votre tête ou sur un coin de feuille et vous pourrez y revenir après. Et maintenant, donc, c'est Marie-Claude Barnet qui va intervenir pour Terres en Ville. Donc, bonjour à toutes et tous. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'association Terres en Ville qui permet à notre territoire de présenter donc, son projet alimentaire territorial.
Donc, notre communauté de communes est située en Saône-et-Loire, au nord-ouest du département de Saône-et-Loire, en cœur de Bourgogne, donc Autun, avec une communauté de communes rurales, 1200 km², avec un peu moins de 40 000 habitants sur ce territoire. Nous nous sommes engagés depuis le début des années 2010 sur cette politique alimentaire territoriale et notre premier sujet élu et socio-professionnel, ça a été de se dire quels sont les besoins de nos agriculteurs sur ce territoire, et la clé de voûte a été un abattoir intercommunal qui devait faire l'objet de modernisation. Pour rappel, sur notre territoire, il y a 600 exploitations agricoles, environ 66 000 hectares, et il y a donc des enjeux de souveraineté alimentaire et surtout de ressources locales à valoriser, et donc de permettre à ces agriculteurs d'avoir une plus-value ajoutée localement. Et donc nous avons créé dès 2014, donc maintenant il y a 10 ans, une commission mixte paritaire qui a permis aux élus d'avoir à leur côté dans ces commissions agricoles les agriculteurs qui étaient déjà installés, ceux qui souhaitaient s'installer, les syndicats agricoles, la chambre d'agriculture, les bouchers, les grandes surfaces. Et donc, nous avons travaillé ensemble sur le bien fondé de cette modernisation de l'abattoir, car les élus, ils peuvent avoir des bonnes idées, mais s'il n'y a pas les acteurs économiques locaux qui, par ailleurs, approvisionnent cet abattoir, ça ne servirait à rien. Donc c'est de là qu'est parti notre projet alimentaire territorial, et nous avons travaillé avec la filière agricole afin que tout un chacun puisse voir le bien fondé d'avoir des animaux élevés sur ce territoire, donc abattus sur place, transformés, et qu'ensuite cette viande puisse être dans l'assiette des enfants de nos cantines, dans les repas des anciens et aussi dans la grande surface. Donc nous avons mis en place toute la filière, et je me permets de dire qu'il y a un enjeu important entre les grandes surfaces, entre les facilitateurs que sont les chevillards au niveau des abattoirs, parce que une bête, lorsqu'elle est abattue, il y a la partie avant et la partie arrière, et c'est facile ce que je dis, mais moins en pratique. Il faut arriver à trouver le débouché des arrières, et en même temps pour que nos cantines puissent être approvisionnées avec le steak haché notamment sur la partie avant. Donc ça a été un très gros travail qui a permis à nos agriculteurs locaux d'avoir cette plus-value financière et de permettre le débouché de la carcasse intégralement. Suite à cela, nous avons candidaté pour notre projet alimentaire territorial avec la mise en place d'une chargée de mission. Je le dis, le fait de travailler en partenariat, chargé de mission élu, c'est une chose, mais si on veut vraiment que nos projets alimentaires territoriaux ne soient pas uniquement des diagnostics et qu'il y ait des actions concrètes, il faut vraiment que toute la filière travaille à nos côtés et que nous puissions avoir cette interférence permanente. C'est encore le cas aujourd'hui. Nous avons des problèmes de reprise et de transmission. Les acteurs économiques locaux nous ont dit, là, à l'heure où on parle, il faut qu'on travaille sur comment fait-on pour animer, pour faire des week-ends d'intégration et faire que les jeunes soient sensibilisés au métier d'agriculteur. Donc c'est vraiment une interférence permanente. Et dans notre projet alimentaire territorial, on a travaillé sur 4 axes. Le premier, la restauration collective, qui, là, aujourd'hui, nous permet d'avoir dans l'assiette de nos enfants et des aînés des produits locaux et un développement de l'activité. Ce sont les producteurs qui ont établi les menus. Ce ne sont pas ni nos services communautaires ni les élus. Ce sont les producteurs qui ont permis à notre service de restauration collective de dire cette année, voilà la production que nous avons à vous offrir. Et donc, on est parti, on va dire, en sens inverse. Donc, aujourd'hui, ça a réussi. Nous avons 9 maraîchers qui se sont installés sur notre territoire suite à ce projet alimentaire territorial et qui ont des débouchés au niveau des cantines, mais aussi d'un nouveau magasin de producteurs et de circuits courts. Donc, on peut réussir, lorsqu'on travaille vraiment en
en partenariat. Nous avons travaillé aussi sur la sensibilisation de nos jeunes et en lien avec l'éducation nationale. Avec l'inspection de l'éducation nationale, aujourd'hui, on permet à nos agriculteurs, producteurs locaux, d'aller dans nos écoles, d'aller dans les cantines et sensibiliser au bien manger et aussi sur le fait que l'agriculteur, le producteur local, le maraîcher explique comment il a produit cet aliment et comment il l'a transformé. Et ça permet donc aux enfants d'être vraiment sensibilisés sur ces actions. Nous avons travaillé aussi sur la justice sociale. Actuellement, nous travaillons sur cette sécurité sociale alimentaire avec tous les habitants parce que le territoire, c'est tout le monde et nous essayons qu'aujourd'hui, tout le monde se rende compte qu'un repas fabriqué sur place ne coûte pas plus cher qu'un repas que nous avons pu avoir au niveau d'un industriel. Donc on réapprend aux personnes à cuisiner, à jardiner avec des jardins partagés. On réapprend donc à faire qu'aujourd'hui, la production, la transformation et la consommation locale a du sens et que surtout, ça permet une plus-value ajoutée économique qui n'est pas négligeable sur notre territoire et sur le territoire français, parce que je pense qu'aujourd'hui, on doit arriver à la souveraineté alimentaire territoriale et c'est important pour nous tous que l'on puisse aller dans ce sens. Nous avons donc réalisé aussi un guide des producteurs qui permet là aussi à nos habitants, mais aussi à nos touristes via nos hébergements. Nous avons un grand site de France sur notre territoire, d'avoir connaissance de toutes les productions locales, tant en viande, en légumes, en boissons. Donc toute la filière a aujourd'hui, en laitage, fromage, a cette possibilité. Et nous travaillons sur la partie aussi fruits, parce que, donc, comme je vous l'ai dit, le nombre de maraîchers a augmenté, mais il faut aussi développer la partie donc verger conservatoire pour, là aussi, permettre d'avoir un approvisionnement local. Donc, ce travail nous a permis donc d'être reconnus en projet alimentaire territorial il y a déjà maintenant quelques années, et donc en 2024, nous venons d'obtenir la labellisation de niveau 2. Donc pour 5 ans, et là donc nous rentrons dans le concret sur premièrement, et je pense que c'est important pour vous tous qui êtes ici, sur toutes les questions d'évaluation pour mieux se projeter, et nous avons donc des financements via l'Europe, via le groupe d'action locale LEADER, qui nous permet de réaliser une évaluation de la politique agricole des actions engagées depuis 10 ans. C'est quand même 20 000 euros sur 2025-2026, parce qu'il faut aussi pouvoir obtenir des aides. Sur la production agricole responsable et les filières, nous obtenons 90 000 euros, là aussi de l'Europe, en lien avec la Chambre d'agriculture, pour sensibiliser et accompagner les exploitations vers des labels de qualité, de haute valeur environnementale de niveau 3. Nous avons accompagné donc les exploitations en maraîchage bio. Nous avons diversifié les activités agricoles donc avec l'agroforesterie et la légumineuse. Nous avons créé une filière notamment en lien avec les lentilles et les pois chiches. Donc ça a permis à des exploitants agricoles de développer cette filière. Il n'y a pas qu'au Puy-en-Velay et c'est pas simple, mais ça a permis donc de diversifier l'activité agricole. Par ailleurs, donc, le Fonds européen nous permet aussi d'accompagner au niveau des installations. Nous gérons des week-ends installations avec de futurs porteurs de projets. Donc, pour faire le choix et se projeter sur ce territoire, c'est 90 000 euros donc, qui sont fléchés là aussi avec des fonds européens et en lien avec la Chambre d'agriculture. Donc l'Europe est vraiment à nos côtés pour porter cette politique. Nous avons aussi des accompagnements au changement dans le comportement alimentaire pour des programmes alimentation, santé et environnement, car c'est important d'éduquer à la santé environnementale et à l'inclusion sociale. Et enfin, nous avons la DRAF et l'Agence régionale de santé qui nous aident à hauteur de 79 100 euros pour mobiliser les acteurs et créer une démarche locale et solidaire pour financer l'accès à une alimentation locale et de qualité pour tous.
et développer des actions ciblées auprès donc de tous les acteurs locaux et qu'on arrive à une participation citoyenne et une démocratie locale sur le droit à l'alimentation. Parce que je pense qu'aujourd'hui, vous le savez, parfois on a des habitants qui font le choix soit de se nourrir, soit de faire au niveau énergie. Et donc aujourd'hui, entre ce que l'on a mis en place, de la fourche à la fourchette, on essaye de plus en plus de travailler sur les questions de transition et on envisage sur ces actions concrètes du projet alimentaire territorial de niveau 2 de passer donc de l'assiette à la planète et de faire que la transition soit de plus en plus présente et que nous ayons une économie vertueuse, donc production, transformation et consommation de manière le plus locale possible. Donc voilà, merci à vous et je suis prête à répondre à vos questions et à vous inviter à venir voir ce que l'on a pu faire en Bourgogne. Merci à vous. Merci beaucoup, Marie-Claude. Et le troisième intervenant de cette première séquence, c'est donc Maxime Cordier, président d'Agores, qui va nous présenter le point de vue des directeurs de nos restaurations scolaires. Comment ils s'approvisionnent pour Egalim, comment ils sourcent les produits et comment ils peuvent travailler avec les PAT, mais aussi avec les marchés publics. Oui, merci beaucoup. Merci Gilles pour l'invitation. L'association Agores, elle a été présentée par Gilles. Elle rassemble, c'est une association qui rassemble les directeurs, les techniciens de la restauration collective. Nous sommes tous bénévoles au sein de cette association-là. C'est-à-dire que nous sommes tous des acteurs et des techniciens de terrain en responsabilité à différentes échelles sur le territoire, mais en responsabilité de restauration collective qui se rassemble autour d'un état d'esprit et d'un état d'esprit militant qui est que c'est le service public de restauration qui est le plus à même, le plus performant pour rendre un service de restauration à nos collectivités, à nos citoyens. Donc l'association Agores a le rôle, toutes choses égales par ailleurs, mais a le même rôle que l'AMF, de permettre à ce l'AMF permet à ce qu'aucun élu, aucun maire ne soit tout seul perdu dans son landerneau. Eh bien, l'Agores sert à cela. Qu'aucun de nos techniciens, et ils sont très très nombreux, nous sommes 100 000 fonctionnaires territoriaux rassemblés sur tout le territoire de métropole et d'outre-mer, que parmi tous ces fonctionnaires territoriaux, personne ne soit seul face aux nombreux défis qui se présentent à nous. Et donc je me fais la voix aujourd'hui devant vous qui représentez les élus, je me fais la voix des techniciens, car vous le savez tous au quotidien, vos idées ne traversent pas toutes seules la pièce. Il faut des hommes et des femmes qui sont les metteurs en œuvre, les chevilles ouvrières de vos politiques territoriales en matière de restauration collective. Donc je me fais la voix de ces techniciens qui, pour la plupart d'entre eux, en tous les cas ceux que je représente à Agores, ont compris l'enjeu politique de nos métiers de la restauration publique territoriale, mais qui, malgré cette prise de conscience, sont eux confrontés à toutes les difficultés, toutes les contraintes, parfois toutes les injonctions qui peuvent sembler contradictoires au quotidien quant à l'atteinte de ces objectifs-là, politiques, de répondre aux appels de la loi Egalim, mais également de s'approvisionner local, de maîtriser les coûts de production, de pouvoir rendre un service qui soit accessible à l'ensemble de nos citoyens. Donc voilà le quotidien de techniciens que je représente aujourd'hui. Je ne suis pas le seul, mais l'association Agores a ce rôle-là. Le lien que je peux illustrer entre projet alimentaire de territoire et restauration collective, pas de façon réductrice, mais sur lequel on pourrait mettre la lumière sur nos cantines, eh bien, c'est l'exemple bourguignon, en fait. C'est-à-dire que tous les outils qui peuvent permettre aux techniciens, au pluriel, c'est-à-dire un responsable ou un directeur de restauration collective, à ses équipes, tous les outils qui peuvent lui permettre de connaître mieux son offre agricole, son offre agroalimentaire, son offre artisanale, d'artisanat alimentaire sur son territoire, tous les outils qui peuvent permettre cela sont très importants et sont désormais même indispensables pour pouvoir répondre
aux objectifs de la loi Egalim, de la loi Climat Résilience, mais également aux objectifs que je classerais plus politiques, qui sont les vôtres, qui sont légitimes. Un élu, il est légitime. Je reprends des paroles de Terzanville que j'apprécie beaucoup. Un élu comme vous, avec son technicien comme bras armé, il est légitime à faire vivre économiquement son territoire par la clé d'entrée de l'offre alimentaire. Vous êtes légitime à cela. Et donc, les cantines servent à ça. Donc, les outils comme les PAT permettent de créer un lieu, créer une salle, avec une table où les gens se mettent autour de la table, et intégrer les techniciens et la restauration scolaire là-dedans, eh bien, permet, du côté du technicien, de connaître l'offre, permet, encore une fois, c'est exemple bourguignon, à double tranchant, ou plutôt à double sens, eh bien, permet de faire comprendre à la production quelles sont les réalités, parfois les contraintes, ou plutôt les besoins, quels sont les besoins des restaurateurs collectifs, quels sont les besoins des techniciens. On a parlé de l'équilibre matière pour les viandes. L'avantage de la restauration collective, et en particulier de la restauration scolaire, c'est qu'elle est bien souvent structurante par ses volumes. Ça a un intérêt quant au volume commandé. Non seulement ils sont structurants, mais en plus, ils sont prédictibles. C'est-à-dire que même si ils ont parfois, en particulier en scolaire, ils peuvent avoir des trous dans le calendrier, les périodes de vacances, les périodes estivales, mais ces périodes de vacances et les périodes estivales, c'est jamais une surprise, on les connaît très bien. Et donc, la capacité de structuration, ce sont les volumes et c'est la prédictibilité. Et donc, dans une bonne interface entre... pardonnez cette petite punchline, mais un tango, ça se danse à deux. Hein. Donc, une production agricole une production artisanale de territoire qui connaît les besoins de sa restauration collective, et sa restauration collective qui connaît bien son territoire quant à l'offre, eh bien ça, c'est une bonne interface, une bonne incrémentation. Et ça, majoritairement, ça se passe par les PAT. C'est un excellent endroit, c'est une illustration idéale, parce que c'est une illustration qui est reconnue. Là, je m'adresse à Erwan de Gavel, mais Erwan de Gavel a montré que les autorités plus verticales, les autorités nationales, mettent en lumière qu'il y a des dispositifs pour créer ces échanges-là. Ces échanges-là, je vous rassure, ils avaient lieu avant l'existence des PAT. Hein. Les PAT, ils n'ont pas créé le fait que les restaurateurs collectifs allaient se renseigner, au moins allaient connaître qu'on se posait la question de ce qu'il y avait sur notre territoire. Mais au moins, c'est une mise en lumière et une structuration officielle, financée, c'est important, hein, financée, parce que les restaurateurs collectifs n'ont pas tous, tout à l'heure Gilles Perrol avait raison, et c'est ce qui a été mis en lumière dans l'enquête de l'AMF, c'est qu'il y a parfois des différences entre les collectivités territoriales qui ont l'ingénierie et qui ont les restaurateurs collectifs. L'ingénierie, la capacité de faire du sourcing, d'avoir une paire de bottes. Moi, j'ai toujours une paire de bottes dans mon bureau parce qu'il m'arrive régulièrement d'aller voir une production agricole, mais tous mes collègues partout en France et dans les Outre-mer n'ont pas la capacité, au vu des montagnes de complexité auxquelles font face les restaurateurs collectifs, ils n'ont pas tous la capacité d'aller voir leur production en viande, d'aller, pour ceux qui sont proches des ports, d'aller rencontrer celles et ceux qui font de la pêche. Donc tout l'intérêt, c'est de faciliter cette capacité, cette possibilité de sourcing. Donc les PAT, ils ont ce rôle principal. Tout de même, là aussi, alors à Agorès, et j'en suis l'un des représentants, nous sommes des optimistes compulsifs. Malgré cela, tout de même, les tensions, en particulier en capacité, en matière de ressources humaines, nous sommes des métiers, dans les métiers de la restauration, nous sommes des métiers en grande tension. On est tous convertis restaurateurs collectifs, techniciens, qu'évidemment, dans le cadre de PAT, que les objectifs de la loi Egalim sont louables, que l'ancrage territorial, ce que je vous ai dit sur la légitimité d'un élu de venir dire à son technicien de restauration collective, il faut s'approvisionner local. La majeure partie des techniciens en sont convertis, voire convaincus, et sont mobilisés pour cela. Maintenant, leurs troupes, c'est-à-dire les hommes et les femmes, qu'ils soient en cuisine dans les écoles, qu'ils soient en cuisine centrale, qu'ils soient en cuisine sous toutes formes différentes, eh bien,
nous avons des difficultés à trouver des cuisiniers, à trouver des chefs de cuisine, à trouver des hommes et des femmes qui, nous sommes tous désormais pour s'approvisionner par exemple en produits de maraîchage. Dans nos cuisines, eh bien, on s'équipe à nouveau, puisqu'elles avaient un peu disparu, des capacités en matière de légumerie. Mais des hommes et des femmes qui, de 7h à 14h, pendant 20 ans de leur carrière, s'apprêtent à éplucher, à faire ce qu'on appelle nous de la pluche, c'est-à-dire faire tremper les salades, les essorer, aller les chercher, râper les carottes, faire tout ce travail de légumerie, ben, on a des difficultés à fidéliser les hommes et les femmes qui vont réaliser ces productions-là. Et donc, alors, les PAT ont un rôle assez lointain, mais c'était aussi mon propos de ce matin, c'est de faire prendre conscience que parmi la palette d'actions possibles pour des élus comme vous, eh bien, c'est en lien avec vos techniciens que les équipes soient en capacité de répondre à toute cette attente d'approvisionnement local qui va changer leurs pratiques bien souvent au quotidien. Ça n'est pas faire insulte à la restauration collective que je représente et pour laquelle je travaille depuis 22 ans, de voir que s'approvisionner local, s'approvisionner avec plus de produits bruts, moins de produits transformés, parce que ce sont les produits qui viennent de nos territoires, eh bien, ce sont des pratiques qui avaient un peu disparu. Parce qu'on a fait aussi disparaître les cuisiniers de nos cuisines, parce qu'ils coûtaient trop cher, parce que les fonctionnaires coûtaient trop cher, soi-disant, ou plutôt qu'il y en avait trop. Et donc, désormais, quand vous arrivez avec des salades ou des pommes de terre brutes, il faut des hommes et des femmes qui puissent les laver, les éplucher, et après les mettre en œuvre en cuisine. Donc, malgré cet optimisme compulsif, tout de même, la réponse technique, aujourd'hui, eh bien, elle est parfois limitée. Malgré tout l'intérêt des PAT, elle est parfois limitée dans nos cuisines parce que nous cherchons des hommes et des femmes pour pouvoir réussir ce défi. Mais je souhaite absolument quand même terminer par une note positive. Nous applaudissons dès demain pour des dispositifs tels que Egalim et Climat Résilience, malgré les contraintes qu'elles représentent, mais parce qu'elles mettent en lumière le rôle social, le rôle politique de notre restauration collective. Donc tout de même, nous sommes très mobilisés, en particulier le service public de restauration, nous sommes très mobilisés par le lien des PAT de réussir ces objectifs communs. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Maxime. Donc voilà, une petite séance de questions. Est-ce que sur les 3 interventions que vous venez d'avoir, vous vous présentez en même temps? Bonjour, Audrey Rénal, donc je suis élue en Gironde et professionnellement aussi je suis engagée vis-à-vis des agriculteurs et de l'alimentation. Donc pour avoir été un petit peu au cœur des réacteurs des PAT, ce serait peut-être un retour d'expérience ou une question que je vous pose en disant comment vous arrivez à mobiliser les agriculteurs. Parce qu'effectivement, lors de ces réunions, forums, ils sont invités. Mais force est de constater qu'en pleine journée, c'est difficile de les mobiliser, tout comme on se rend compte aussi au niveau élu qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Alors Marie-Claude. Alors, pour les mobiliser, en fait, déjà, il faut voir avec eux à quel moment de la semaine et de la journée ils sont le plus disponibles. Et la mobilisation se fait qu'ils sont aussi acteurs, c'est-à-dire qu'on leur demande les sujets qu'ils souhaitent aussi voir abordés lors de ces commissions. Donc, l'ordre du jour est co-construit entre les élus, la chargée de mission et le monde agricole, la chambre d'agriculture et aussi, on va dire, la courroie de transmission et les syndicats. Enfin, on travaille vraiment de manière partenariale et de confiance. Je ne dis pas qu'à toutes les commissions, mais je le dis quand même, parfois il y a plus de socioprofessionnels que d'élus par rapport à la question que vous soulevez, parce qu'aujourd'hui il y a un petit peu une démobilisation parfois aussi des élus, mais le travail se fait parce que maintenant ils ont compris l'intérêt qu'ils avaient à venir et qu'ils sont dans une démarche de confiance et de, on va dire, gagnant-gagnant, parce qu'ils ont bien compris qu'ils avaient tout à y gagner, à venir et à échanger et à co-construire avec nous, élus,
et on les sensibilise, on les accompagne. Et là, tout de suite, la question qui est la plus prégnante maintenant que ça roule parce qu'il y a une société par action simplifiée qui a été mise en place pour ce magasin de producteurs, donc il voit bien la plus-value économique que cela apporte, c'est la reprise et transmission. Et là, on a un diagnostic qui a été fait par la Chambre d'agriculture sur ce sujet. On a aussi un diagnostic sur toutes les questions liées aux énergies renouvelables. Donc maintenant, ils savent si leur exploitation agricole peut faire l'objet de mise en place d'énergies renouvelables. Enfin voilà, c'est vraiment un partenariat commun et permanent. Merci, parfait. Question courte, réponse courte, comme ça il y en aura plus. Merci. J'ai encore une question pour vous, Madame Barnet. Myriam Devin, plus près. Le micro près de la bouche. Plus près de la bouche, ça marche. Effectivement, c'est mieux. Myriam Devin, donc je suis adjointe au maire éducation enfants jeunesse à Auray, dans le Morbihan. J'ai une question sur le volet justice sociale de votre explication. Vous avez parlé donc effectivement l'accès à l'alimentation durable et saine pour tous, c'est un impondérable évidemment. Est-ce qu'il y a une adaptation tarifaire pour les publics dans votre projet ? Pour le moment, il n'y a pas d'adaptation tarifaire. On est vraiment sur le début de l'action. En revanche, on a mis en place donc des ateliers cuisine et des partages de repas ensemble pour donner envie aux personnes les plus vulnérables, mais pas que, à tout un chacun, de voir qu'on peut cuisiner et puis avoir un coût de revient du repas qui n'est pas supérieur au plat cuisiné que l'on peut acheter. Et en lien avec notre chargé de mission santé et puis donc agriculture, on a fait ce lien pour leur permettre de voir comment on peut les sensibiliser encore mieux. Après, par rapport au repas, c'est plutôt pour qu'ils puissent le faire chez eux. Là, tout de suite, le repas, il est encadré avec le quotient familial pour la cantine, mais on n'a pas de repas à un prix différent. L'autre point aussi, on intervient dans les écoles et dans les collèges, aussi avec notre chargé mission santé et agriculture. Je vais vous prendre un exemple qui n'a rien à voir avec l'alimentation, mais on sensibilise aussi sur les boissons, notamment Coca-Cola pour pas nommer, et où on leur dit, attention, avez-vous une idée, lorsque vous buvez un verre de Coca-Cola, combien de morceaux de sucre vous ingérez ? Et en fait, les jeunes publics, quand on leur compare leur verre de Coca-Cola au nombre de morceaux de sucre, ils disent on n'aurait jamais pu prendre ce nombre de morceaux de sucre. Donc on fait vraiment de la sensibilisation avec l'éducation nationale aussi sur le bien manger et bien vivre et en bonne santé. Merci. Et une dernière question, s'il y en a une. Si elle est très rapide, je prendrai la deuxième, mais on va essayer de respecter le timing. D'accord, merci. Bonjour, Sébastien Roux, commune de Saint-Loubès, en Gironde. J'ai une question, Monsieur Cordier, si vous voulez bien. Tout ce que vous avez présenté, merci beaucoup, se passe beaucoup par des politiques d'achat et la structuration d'appels d'offres. Alors je crois que c'est une question que l'on connaît beaucoup. Peut-être qu'on a peut-être déjà un premier niveau de connaissance sur la façon dont on peut faire, mais est-ce que vous avez des bonnes pratiques, des éléments un petit peu saillants que vous pourriez nous livrer ? Merci. Impossible de faire une réponse courte, mais... t'es obligé. Oui, très bien. Donc, l'intérêt des PAT, c'est d'avoir fait le sourcing. Parce que la première réponse à cela, c'est le sourcing. C'est-à-dire d'adapter un allotissement, je suis désolé, je vais être un peu technique, mais c'est une question hyper technique, d'adapter un allotissement à l'offre. Ne jamais faire un lot sans avoir avant une prévision d'une réponse à minima, plausible. Et ça, j'assume devant Erwan que jamais un technicien un technicien de la restauration ou un technicien d'achat ne doit écrire dans son règlement de consultation un lot sans avoir déjà à minima une offre minimum. Sinon, il est incompétent et irresponsable. Ensuite, le rôle des élus là-dedans, je me permets tout de même, c'est parfois de mettre dans le même tempo les différents techniciens qui sont sous sa responsabilité. En France, il y a, chacun le voit comme il veut, il y a une culture, c'est qu'acheter, c'est juridique. C'est-à-dire dépenser de l'argent public, c'est juridique. Ça, je prête pour ma paroisse, pour moi c'est une erreur. Acheter, c'est technique. C'est répondre, surtout pour de l'alimentaire. Pas pour faire un immeuble ou 100 mètres de voirie ou acheter des tasers pour la police municipale. Pour acheter des pommes de terre. Pour acheter des pommes de terre, acheter, c'est pas juridique. On se fout de la manière dont on achète. L'important, c'est les pommes de terre qu'on mange.
Donc, le rôle de l'élu, là-dedans, c'est parfois de taper du poing sur la table parce que les principaux blocages sont parfois en interne et pas dans les règles européennes qui viendraient nous... Non, parfois les principaux blocages, ils sont en interne parce que l'interface entre un restaurateur collectif qui va faire son lot, qui va faire son sorting et le service achat, service de la commande publique, service des marchés, on se voit comment ils s'appellent, ils ont tous des noms différents, et que ces juristes-là vont venir, eux, coincés, bloqués, pour vous protéger, vous. Donc parfois, l'élu doit avoir ce rôle-là, et souvent dans les PAT, ça apporte une espèce d'assurance quant à la flexibilité, la disponibilité intellectuelle que doivent avoir ces services-là, ces juristes en fait, et souvent, l'élu doit mettre le tempo en disant mon objectif c'est oui on va pas faire n'importe quoi avec l'argent public évidemment et c'est l'évidence et dire cela c'est bien méconnaître les actions de terrain en croyant que les élus, parce qu'on va mettre moins de règles, ils vont acheter à leurs copains, machin. Ça, dire ça, c'est méconnaître les pratiques concrètes des élus et d'une certaine manière avoir un petit peu de mépris quant à ce que nous faisons au quotidien. Donc, je voulais pouvoir faire quelque chose de court, mais c'est quasiment impossible. C'est terminé, là. Mais j'en ai terminé. Mais donc, le rôle en interne, et les PAT facilitent parce que ça permet d'avoir son sourcing et donc de pouvoir faire un lot qui soit bien ciblé et qui réponde à l'attente. Merci Maxime. Donc, désolé, mais on prendra il y aura une deuxième salve de questions à la fin. On va passer à la deuxième séquence. De toute façon, il va y avoir encore des témoignages de collectivités, donc des potentielles réponses à vos questions. En introduction, peut-être un petit point des attentes de l'AMF sur ces sujets. Là, on avait pu l'exprimer lors de la conférence des solutions qui avait eu lieu le 2 avril dernier, où l'AMF attend quand même un grand soutien de l'État dans la mise en œuvre de ces 3 lois qui impactent la restauration collective et les enjeux alimentaires sur les territoires, qui sont la loi Egalim, la loi AGEC et la loi Climat Résilience. Donc 3 lois en peu de temps, avec beaucoup d'impact sur la transformation de nos politiques publiques. Donc effectivement, ce soutien, il est nécessaire, et il est nécessaire, comme je l'évoquais en introduction, encore plus pour les petites communes qui ont peu d'ingénierie pour suivre l'évolution des lois et les réponses et la transformation des projets qu'ils ont à mener. Donc il y a sûrement quelque chose à réfléchir du côté de l'État sur l'accompagnement à l'ingénierie des petites collectivités. Parce qu'il y a par exemple le programme de la cantine à 1 euro qui ne dépense pas tout son budget parce qu'il n'y a pas de demande. Ah, je vois, ça a évolué positivement. Bon, parce que ça a été longtemps le cas, donc ça va mieux, c'est déjà bien, mais tout le monde ne sait pas dans les territoires ruraux qu'on a droit à mettre en place un tarif à 1 euro avec un complément financier de l'État de 3 ou 4 euros selon les objectifs Egalim atteints. Donc ça, c'est un point hyper important. Donc il faudrait trouver les moyens effectivement d'accompagner l'ingénierie. Pareil pour les autres objectifs de la loi Egalim. On attend bien sûr un financement des PAT à la hauteur de ce qui avait été annoncé à cette même conférence des solutions, à savoir 80 millions sur 4 ans. Aujourd'hui, on voit 15 millions sur les PAT. Donc, vous voyez que le delta est grand, qu'on n'a aucune visibilité sur les 3 prochaines années. Donc, l'AMF, et on n'est pas les seuls, hein, Chèque Terres en Ville est aussi très, très en pointe sur cette demande de respect de la parole de l'État, parce qu'on a beau changer de gouvernement, il faut quand même qu'il y ait une continuité des engagements financiers qui sont liés, en fait, à des lois et à des objectifs, parce que si les gouvernements changent, le programme national de l'alimentation reste, et les objectifs sont là. Donc il faut les atteindre, et pour les atteindre, les collectivités ont besoin d'un accompagnement technique et financier, surtout dans une période où, sur plein d'autres sujets, on perd des financements, donc on ne peut pas tout porter seul. Donc ces 80 millions
de financement des PAT sur 4 ans, on y tient fermement et on continuera à le demander, comme on demande aussi que ce programme de la cantine à 1 euro, il est hyper intéressant sur les territoires ruraux, mais il n'existe pas sur les autres territoires. Comme s'il n'y avait pas de pauvres en ville, pas de difficultés financières dans les collectivités urbaines. Donc c'est un vrai sujet. Et je terminerai par, et j'ai porté cette voix de l'AMF au dernier CNRC, sur les marchés publics. Ça complète un peu ce que disait Maxime. L'AMF demande un nouveau cadre de la commande publique, une sorte d'exception alimentaire dans la commande publique, parce qu'effectivement, on n'achète pas des carottes et des pommes de terre comme des bureaux et des chaises, et que l'alimentation répond à un enjeu primordial de nourrir chaque jour nos habitants. Et en fait, on sait qu'il faut changer cette approche au niveau européen, que c'est compliqué, mais de l'autre côté, il y a des pays comme le Danemark et l'Italie, qui ont déjà l'autorisation de mettre dans leur appel d'offres la localisation de la production. Donc, il y a des pays qui savent aller un peu plus loin, un peu plus fort, peut-être un peu plus contourner les règlements européens. Et en attendant que le cadre européen change, peut-être qu'on pourrait faire des expérimentations au niveau national, comme on l'a fait pendant le Covid d'ailleurs. Pendant le Covid, on a eu grande liberté d'achat de nos aliments, donc on peut faire des périodes d'expérimentation, de déréglementation temporaire, et ça permettrait d'expérimenter au moins sur comment acheter sur nos PAT pour notre restauration collective sans contorsionner trop fort au niveau de la commande publique. Voilà. Un dernier petit point que je voulais partager plus pour une expérience de ma commune, pour donner un autre angle sur les PAT, c'est et faire le lien sur le fait que les PAT peuvent être aussi communaux. Vous savez que c'est un grand combat que je mène à titre personnel, parce que moi j'ai un PAT communal sur ma commune de Moissartou dans les Alpes-Maritimes, qu'il n'y a pas d'interdiction d'avoir un PAT communal. La loi ne l'interdit pas, la position nationale ne l'interdit pas, mais il y a des interprétations régionales des DRAF et des directions de l'ADEME qui s'opposent à des PAT communaux au bénéfice des EPCI ou des PNR ou PETR, enfin des territoires plus grands. Moi, je pense qu'il faut avoir on peut avoir un PAT à chaque niveau de collectivité, surtout à partir d'une certaine taille de commune, bien sûr. Dans les territoires très ruraux, les petits villages, c'est à côté de communes qui va le porter très logiquement, mais Moissartou, on a 10 000 habitants, on a largement de quoi faire un PAT. Et je voulais partager quelque chose qu'on a réussi avec un PAT communal, c'est de travailler sur les habitudes alimentaires des habitants et comment on a accompagné nos habitants en 5 ans. 71% des habitants ont modifié leur pratique alimentaire en 5 ans en mangeant 30% de moins de produits ultra transformés, 23% de moins de viande et pour 28% d'entre eux mangeant du bio tous les jours, diminuant ainsi de 26% l'impact carbone de l'alimentation. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'alimentation, c'est un quart de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est donc un quart de la solution de la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça passe assez simplement, je dirais, par le changement des habitudes alimentaires des habitants. Et nous, on a réussi à le faire évaluer dans le cadre d'une thèse, cette étude. Donc, c'est une recherche scientifique. Il y a un article scientifique qui est paru. Ce n'est pas la ville qui a fait sa propre enquête qui pourrait être plus favorable selon comment on l'amène. Non, c'est une vraie expérimentation scientifique. Donc, voilà un exemple d'action au niveau communal, parce que le principe de subsidiarité, il est hyper important. Et qui, plus que la commune, peut travailler avec ses habitants au plus près. L'intercommunauté, on sait qu'elle est... Surtout, nous, on a une intercommunauté, 23 communes, plus de 100 000 habitants. L'intercommunauté, elle ne travaille pas avec les habitants. Elle n'est pas en contact avec les habitants. Voilà, c'était une petite information complémentaire. Et je vais passer tout de suite la parole à Jean-Luc Allais, du Douaisis Aglo.
Merci Gilles, merci de nous accueillir. Pour répondre un peu à ta question sur les PAT communaux, on peut très bien avoir un PAT intercommunal, c'est ce qui est le cas chez nous, avec des déclinaisons communales. Alors c'est pas toujours simple parce que les communes n'ont pas toujours les moyens, mais c'est ce qu'on a fait. On a 2 communes qui s'en sont bien emparées, qui ont décliné un PAT communal avec l'aide, bien sûr, de l'intercommunalité. 10 minutes, tu me dis. On va tenir. Et donc, voilà, je vais le mettre du temps. Rapidement, Douaisis-Aglo, c'est un territoire très urbain au nord de la France, 84% de la population en ville. Au départ, il y a une vingtaine d'années, où on a commencé à travailler sur les questions agricoles et alimentaires. L'agriculture n'est pas reconnue sur notre territoire, c'est très clair. Et quand on a la délégation, quand on me donne la délégation, l'objectif, c'est tout simplement de remettre l'agriculture au cœur du projet de territoire et de faire reconnaître que l'agriculture, c'est une force économique, mais en même temps qu'elle a un rôle essentiel, bien sûr, sur la qualité de vie de nos habitants. Donc, progressivement, ça s'est développé. On n'est pas, prendre un chiffre, je ne vais pas faire le détail là-dessus, mais on est parti d'un service avec 2 personnes. Aujourd'hui, le service, c'est 7 personnes. On a un service de 7 personnes en transition agricole et alimentaire, 4 chargés de mission, une directrice et 2 assistantes administratives. Un autre chiffre, 2023, on a les bilans, 1,5 million d'euros qui ont été consacrés sur le territoire au titre du PAT. Donc, on a fait le boulot, mais on n'est pas encore au bout, parce qu'on est sur le temps long, on est sur le changement de comportement des producteurs, de toute la chaîne, parce qu'on veut installer un nouveau système alimentaire territorial. Je crois que le mot territorial, il est essentiel, et on a vraiment besoin de tout le monde. Et ce que vous disiez, le binôme élu-technicien, il est essentiel. Et quand le service juridique, je réponds quand même aussi à ce que vous avez dit, il le fait pour protéger son président. Mais à des moments, effectivement, on peut aller à la bordure. Gilles évoquait de bordurer et puis d'aller un peu plus loin. Moi, j'ai un président qui me dit toujours, du moment que je ne vais pas en prison, ça va aller. Donc, on a des tas d'actions qui sont limites, qui sont effectivement limites. Alors, on se fait gronder, on se fait rappeler par la Cour régionale des comptes, par le sous-préfet, mais il faut savoir qu'est-ce qui décide. Ce sont les élus qui doivent décider. On est bien dans une république où il y a des élus qui ont été désignés par les habitants pour gérer leur commune. Je reviens au sujet maintenant, directement sur la restauration collective. Alors, c'est notre première grande action en 2004-2005, ça a été les circuits courts. C'est facile à faire, on a vraiment fait pas mal de choses. Et puis la deuxième, ça a été la restauration collective. Or, l'AGLO n'a pas la compétence restauration collective. On est simplement intervenu en AMO, en assistance à maîtrise d'ouvrage, auprès des communes. Surtout auprès des petites communes, mais aussi auprès des grosses communes qui ont une cuisine centrale. Là, ça a été d'aider. Alors, l'AMO a été faite par une association qui s'appelle AproBio, qui est une association nationale, pas que pour le bio, mais aussi pour les produits régionaux. Aider les grosses communes dans leur marché, l'élaboration du marché, la notation, le suivi, la recherche de produits locaux, le sourcing. Vous l'évoquiez, effectivement, on ne fait pas une demande si on n'est pas sûr d'avoir de réponse. Et puis la formation aussi, des chefs de cuisine. Il a fallu aussi travailler sur ce point-là. Et pour les communes en gestion concédée, c'était tout simplement de rédiger d'aider les communes à rédiger leur marché. Quand on a une commune de 1000 habitants, c'est un peu compliqué quand même. Et puis de le suivre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, sur l'ensemble des 35 communes, on est à 24% de produits bio sur le territoire, ce qui est quand même pas si mal que ça. Mais on a voulu aller plus loin. Et aller plus loin en restauration collective, qu'est-ce qu'on a fait? On a regroupé, on a fait un groupement de commandes, on a proposé aux communes qui étaient en gestion concédée de travailler ensemble. On a 25 communes en gestion concédée, il y en a 17 qui ont suivi, et on a fait un appel d'offres, on a fait un groupement de commandes pour le compte de ces communes, mais en le préparant avec les fournisseurs de repas. Parce que si on met des conditions dans l'appel d'offres qui sont incapables de suivre, ça ne sert à rien, on n'avance pas. Donc on a les producteurs de repas, les sociétés sont devenus des partenaires comme beaucoup d'autres acteurs économiques, et on a défini avec eux le cahier des charges.
ça a commencé l'année dernière, 2024, pardon, ici, c'est ça, ouais, septembre. Enfin bon, on est dedans pour la première année, avec 30% de produits bio et 35% de produits régionaux. Et tous les ans, 5% supplémentaires jusqu'à 45%. Après, on fera le point. Elles ont du mal à trouver sur le plan local. Alors elles nous disent, voilà, nous on veut bien vous trouver du bio, mais il va venir de l'étranger. Bon, désolé, c'est non, ça c'est clair. Il y a toujours ce dilemme, le choix entre le bio et le local. On va quand même privilégier le local comme facteur de développement économique. Voilà, mais on y arrive un petit peu à la fois. Quelquefois, c'est bordure, limite, voilà, mais on y arrive quand même, et c'est quand même une bien beau chose. Tout ça, sur le deuxième point que je voulais évoquer, un peu plus près, oui, c'est que ça alimente les filières. Et je crois que c'est un sujet très important dans nos PAT, qui n'est pas facile, mais il faut organiser, les filières locales, les filières régionales, parce que là, vraiment, c'est aller plus loin que ce qu'on fait jusqu'à présent, et le PAT peut structurer les filières territoriales. On l'a fait à différents niveaux. Les filières, il y a les circuits courts, et puis il y a les filières longues. Je parlerai après de l'entre-deux. Les filières longues, on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Par contre, sur les circuits courts, on peut faire pas mal de choses. Il y a tout ce que vous avez évoqué les uns et les autres, que je ne vais pas répéter, on le fait bien sûr. Et là, depuis quelques années, on a mis en place 2 actions pour alimenter ces filières courtes, ces circuits courts. On rembourse aux restaurateurs privés 400 € par mois sur leurs factures qu'ils achètent, pour les produits qu'ils achètent aux producteurs locaux. Alors ça marche du tonnerre. On a dépensé, je ne sais plus, 335 000 € en 4 ans. C'est des sommes qui ne sont pas négligeables. Mais 335 000 €, en réalité, ça fait le double. On donne 335 000 € aux restaurateurs et ça repart aux producteurs. Donc c'est vraiment une super politique, un super levier. On a 70 restaurateurs qui travaillent avec nous et ça fait vivre aussi une partie d'une 50aine de producteurs. Et puis un deuxième exemple, on a beaucoup parlé de restauration, tout ce qui était précarité alimentaire. On a 8 épiceries solidaires. On a réussi à les fédérer, parce que ce n'est pas toujours très simple, pour aussi faire des achats groupés. Et on a les achats groupés, évidemment, on les fait chez les producteurs locaux. On va avec eux, on les accompagne, et on va voir les producteurs locaux. Ça crée du lien, ça crée des habitudes. On a commencé cette année. Donc la première commande, ça a quand même été 12 000 € de produits locaux qui vont aussi chez les producteurs locaux. On en a financé à peu près la moitié. Voilà, moi, j'ai aucun scrupule à dépenser l'argent de l'agglo sur des causes comme celle-là. On l'utilise quelquefois à moins bon escient. Voilà. Et puis, il y a l'intermédiaire. On a un projet, c'est plus qu'un projet aujourd'hui, c'est une réalité. On reçoit cette semaine, d'ailleurs, les acteurs économiques qui vont s'impliquer. Un outil de transformation et de valorisation de produits locaux que nous, on n'a pas pour l'instant. On a bien un abattoir, mais il n'y a pas que la filière viande. L'agglo construirait cet outil et qui serait géré par des acteurs privés, un peu comme un hôtel d'entreprise qui loue des bureaux à des entreprises. Là, on louerait des emplacements à des acteurs locaux pour transformer des produits locaux à destination de la restauration collective, de la restauration privée, à destination des particuliers. Vous voyez, c'est quand même un levier extrêmement important. C'est l'outil intermédiaire, comme je disais, entre le circuit court pur et dur et la filière longue. Sauf que là, on a vraiment besoin d'un maillage du territoire. Tout seul, on ne peut pas y arriver. Donc, on a travaillé déjà, nous, avec les intercommunalités voisines. On était pilote, on va financer. Le président nous a accordé 3 millions d'euros qui sont au PPI. Donc, voilà, c'est bien. On est, de ce côté-là, on est à l'aise. Mais on a besoin d'avoir une structuration du territoire, je pense, sur d'autres parties je pense que c'est au niveau de la région ou au niveau de la DRAF, qu'il pourrait y avoir cette aide pour un maillage cohérent d'outils sur le territoire. Et je suis persuadé que ça entraînerait un sacré levier pour développer l'économie locale
et avec des produits sains qui n'ont pas fait quelques centaines de kilomètres. J'ai fait mes 10 minutes. Ah ben c'est parfait. Merci beaucoup. C'est pile poil le temps. Vous êtes super bon sur la gestion du temps. Merci Jean-Luc. Avant les questions, je voudrais passer la parole à Louise Galipeau. Parce qu'en fait, que ce soit les 3 collectivités qui sont intervenues, Montsartou pour ma commune, le Douaisis Agglo avec Jean-Luc et Grande 5 qui malheureusement ne pourra pas intervenir parce qu'ils doivent être dans le métro et qu'ils n'arriveront pas à temps, ont été accompagnés ces dernières années dans le cadre d'un programme Tetra qui a aussi pas mal de clés à partager avec vous. Donc en très courte intervention, Louise, et après on fait les questions. Merci Gilles. Oui, j'ai eu le plaisir de travailler sur ce programme Tetra pour territoire en transition agroécologique et alimentaire, qui est un programme qui était sur 5 ans, donc de 2020 à 2024, copiloté par AgroParisTech et la fondation Daniel et Nina Carasso. Et on a accompagné 9 territoires, dont Douaisis Agglo, Montsartou et Grande-Synthe, pour accélérer leur démarche de transition agroécologique et alimentaire et pour en tirer des enseignements et des recommandations pour tout autre territoire qui souhaite s'engager dans cette voie, mais aussi pour les services de l'État et les acteurs qui accompagnent ces démarches. Donc voilà, très rapidement, c'était de l'appui financier, bien sûr, pour les projets, mais aussi pour l'animation territoriale, de l'appui opérationnel avec de l'organisation de formation, de l'apport de méthodes et d'outillage, et un volet analytique où on a pu documenter, comme je le disais, ces enseignements. Voilà, donc nous sommes à la fin du programme et donc on a capitalisé tous ces enseignements dans plein de ressources qui sont disponibles sur notre site internet programme-tetra.fr, et je vous ai amené quelques exemplaires de ressources là-bas sur la table que vous pouvez prendre. Donc ça va de comment on peut former les élus. On a mené tout un cycle de formation pour les élus locaux. Ça parle aussi de foncier agricole, d'installation des agriculteurs, de restauration collective, de démocratie alimentaire. Voilà, on a plein de fiches, de guides, de vidéos que vous pouvez découvrir sur notre site et qui pourront, je l'espère, vous aider. Merci beaucoup Louise. Donc ne partez pas sans vos documentations, l'enquête AMF et les documents de Tetra qui sont sur la table de ce côté. Série de questions. Alors, s'il y a une question pour Douaisis Agglo, je la prendrai en premier parce qu'ils doivent être à 11h au salon sur le stand du ministère de la Transition écologique, donc ils partiront 5 minutes avant. Pas de questions spécifiques pour Douaisis Agglo? Eh ben, c'est bien, on peut les libérer. Et monsieur, vous aviez une question tout à l'heure. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité ou vous avez vos réponses dans les interventions? Eh ben, on est bon quand même. Hein. On anticipe les attentes. Alors, voilà, une question au fond. Oui, j'avais une question pour Monsieur Cordier qui parlait du problème de personnel de recrutement tout à l'heure. Alors moi, je suis un élu de Haute-Garonne en charge de la restauration scolaire près de Toulouse. Et je voulais rajouter quand même qu'il y a une difficulté aussi que je vois qui existe, parce que je vois un peu de la crèche jusqu'à l'université, l'offre alimentaire n'est pas du tout la même. Et il y a une contrainte, une énorme contrainte, c'est la lourdeur administrative aujourd'hui des chefs de cuisine qui passent une majeure partie de leur temps finalement entre la maîtrise sanitaire et la gestion de leur équipe, les approvisionnements, etc. Et bien évidemment, pour les petites communes, aujourd'hui, c'est une grande difficulté de trouver du personnel et de les remplacer, parce qu'on arrive avec du personnel vieillissant. Et c'est une question qui va se poser, je pense, très rapidement sur le remplacement de ces professionnels qui, aujourd'hui, ne vont pas être en mesure de pouvoir continuer longtemps dans ce sens. Merci. Extrêmement court. En plus, là-dessus, on a pris la fermeture de tous les restaurants pendant le Covid. Donc pendant cette période-là, les femmes et les hommes qui travaillaient dans la restauration, pour certains, ils s'en sont éloignés. On a du mal à les récupérer. Et là, c'est dans le monde de la restauration en général. Il y a en plus une relation avec le travail qui est différente. Je disais, moi j'ai commencé le métier de la restauration collective il y a 22 ans. Je voyais des profils
des personnalités professionnelles que je vois plus en cuisine, avec un investissement, avec un engagement, qui serait la réponse à nos attentes. Là aujourd'hui, tout à l'heure, j'expliquais l'épluchage des pommes de terre ou l'ébouttage des carottes. La pyramide des âges, effectivement, qui vient se heurter à ça. Je peux que vous rejoindre. La réponse, tout de même, alors je donne même un exemple de manière globale. Il y a maintenant même des restaurants gastronomiques qui ferment le week-end. Je crois que d'ailleurs c'est dans votre région, hein, c'est un exemple qu'on m'avait donné à Toulouse par le directeur de l'Istia. La réponse des collectivités à ça, en plus, est très complexe parce que comme on n'a pas l'argent pour les payer, versus la restauration traditionnelle, le seul moyen qu'on a de les attirer, c'est la qualité de vie au travail, 7h, 14h du lundi au vendredi, pas de coupure. Ce qui quand même vaut le coup quand on a des gamins et tout ça, mais qui ne règle pas tout le problème quand on doit les payer 1500, 1600, 1700 euros avec tous les problèmes administratifs que vous ciblez. Aujourd'hui, l'attraction du fonctionnariat pour faire carrière, ça attire plus trop. En tous les cas, ça attire plus les jeunes, moi, de ce que j'en vois. Donc, je voudrais avoir une note positive, et ça sera mon dernier propos, c'est que la réponse à ça, la dernière chose, c'est quand même le sens au travail. C'est-à-dire quelques-uns dans nos équipes trouvent un intérêt tout de même, et que ce soit en chef de cuisine, que ce soit en magasin, en approvisionnement, trouvent tout de même un intérêt. Quand vous dites à vos magasiniers, bah écoute, toi tu vas pas juste peser les bananes et les compter, tous les vendredis après-midi tu vas faire du sourcing. Tu vas voir soit d'autres collectivités, soit des producteurs. Tu vas aller à Rungis, tu vas aller faire des choses. C'est le seul moyen qu'on a, nous, élus et responsables de restauration collective, c'est de donner du sens au travail. C'est pas juste remplir les estomacs, c'est nourrir les esprits, quoi. Merci. Il faut ajouter que la tension de recrutement, elle ne concerne pas que la restauration scolaire, malheureusement, dans nos collectivités. On sait très bien que le statut de la fonction publique territoriale n'est plus un atout pour trouver du personnel. Donc, il faut trouver autre chose. Et peut-être que la qualité dans l'assiette, moi, je vois, nous, on a une ferme municipale. Les cuisiniers, ils cuisinent les légumes qu'ils vont chercher à la ferme. Et ça redonne, comme tu disais, du sens au travail. Et il n'y a que ça qui peut peut-être les attirer un petit peu jusqu'à nous. Une dernière question, parce qu'il y a une autre séance à 11h, donc on doit libérer la salle à l'heure. Merci. Oui. Bonjour, Boris Lemaire, je suis vice-président en charge des transitions sur Guest-en-Vert Communauté et maire d'une commune de 8000 habitants. Et on vient de passer en régie, là, en septembre. Et c'était pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. En fait, moi, je vois les agents. On a recruté dans la restauration commerciale, en fait, pour avoir des cuisiniers, parce que ceux de la prestation n'ont pas voulu rester dans le circuit commune, de collectivité territoriale. Et je vois les agents, ils sont à peu près une douzaine chez nous, ils arrivent avec le sourire. Parce que ce qu'on a mis dans l'assiette avec 95% de produits bretons, 75% de produits bio, qui est de bien meilleure qualité, et ben, en fait, ils sont beaucoup plus heureux de venir travailler. Et je pense que pour moi, je suis d'accord avec vous, c'est la réponse. Par contre, c'est un gros travail. Nous, on n'a pas de PAT, donc il a fallu qu'on se débrouille tout seul comme des grands sur ce sujet-là. Mais par contre, quand vous êtes dans des territoires où les filières sont déjà prêtes à vouloir travailler, c'est un atout colossal et pas beaucoup plus cher en réalité. Oui. Il faut faire un PAT. Parce qu'à 8000 habitants, vous pouvez largement faire un PAT, à mon avis. Et il faut bien réaliser que la Chambre ait envie de travailler quand même. S'il y a un PAT intercommunal et en plus un PAT communal, on peut aller 2 fois chercher les financements du ministère. Et oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que la commune retrouve de l'ingénierie avec un poste financé les 2 premières années, puis éventuellement financé au niveau 2. En tout cas, légalement, c'est possible. S'il y a des drafts qui bloquent, il faut le dire à Erwan, parce que ce n'est pas l'esprit de la loi ni des règlements. On est d'accord ou non ? Disons qu'à enveloppe limitée, on priorisera le financement de PAT, EPCI, si l'enveloppe est limitée. Mais rien n'interdit des PAT communaux tant que ça a du sens, que c'est justifié. Donc c'est une réponse qui ne me fait pas plaisir. Non, mais voilà, mais ça fait rien. Je veux dire, on n'est pas toujours d'accord sur tout et on va continuer à discuter parce qu'il faut savoir ce qu'on veut.
Et je pense que Montsartou a prouvé depuis longtemps qu'avec ses 10 000 habitants, il avait quand même un PAT très efficace et qui avait des résultats. Donc, les communes ont moins d'argent que les EPCI, c'est très clair. Donc il faut peut-être plus aider les plus faibles que les plus forts. Voilà, mais on va garder cette touche optimiste. On va être obligé de s'arrêter pour libérer la salle à l'heure. Un grand merci d'avoir été présent, de votre attention. Un grand merci aux intervenants qui visiblement ont répondu à vos attentes. N'oubliez pas vos documents. Bonne fin de congrès, bonne fin de salon et à l'année prochaine. Parce qu'on essayera chaque année de mettre un sujet sur l'alimentation au congrès.